Bonsoir à tous. Baghdadi, Empire de Russie 1900. Il se réveille tout près de sa sœur Olga, la tête calée contre son bras, se lève d'un bond, regarde par la fenêtre en enfilant à toute vitesse son pantalon de la veille. La vitre n'a pas été nettoyée depuis des semaines. Son père est déjà occupé à tirer l'eau du puits pour la journée. À l'écart du village, leur maison est ceinturée de montagnes aux flancs couverts de forêts. Ainsi commence le nouveau roman de Ioan Iacono. Il est l'invité de LCR ce soir. Voilà, image étonnante qu'on peut pêcher comme ça sur Internet. C'est ça l'avantage d'Internet, ça a quand même des avantages finalement. C'est un extrait de La Demoiselle et le Voyou, titre français bien sûr, film réalisé en 1918 par... S'il vous plaît, un poète, Vladimir Maïakovski. Bonsoir, Ioan Iacono. Bonsoir. Vous connaissiez ce film ou pas? Merci pour votre invitation. Oui, je l'avais regardé et effectivement vu. Et je suis très, très ému toujours de le voir. Hein, et je vous remercie de l'avoir Avec exhumé. plaisir. Je pose la question, mais je connaissais la réponse parce que je sais que vous avez travaillé comme un fou pour ce roman. Hein, on voit bien, vous décrivez d'ailleurs vos recherches à la fin du livre, parce qu'il y a à la fois quelque chose qui est très authentique, très réel sur ce poète russe, on va en parler. Et il y a aussi toute une part de fiction, évidemment, puisque vous êtes romancier. J'avais envie de vous poser une question plus personnelle à vous. Tout d'abord, vous écrivez pour qui, vous? D'abord, évidemment, comme tout auteur, j'écris pour moi, parce que c'est un plaisir, et puis surtout ça m'amène à être immergé dans d'autres univers que le mien. Et je peux vous faire un aveu, en fait, allez-y, on est entre nous. La première fois, en fait, où, ça peut vous paraître bizarre, mais l'envie d'écrire m'est venue un jour où je suis allé voir un spectacle de danse à Paris. J'avais, il y a 6 ans, en fait, j'avais jamais été voir de la danse, et c'était les grands ballets canadiens au Grand Palais de Paris, et à un moment donné, le public rentre sur scène. Il y a 3 personnes qui sont choisies, il y avait 4000 personnes, et moi qui suis un piètre danseur, je me cachais évidemment pour pas être choisi. Surtout pas moi. Et donc je refaisais mes lacets, et quand je me suis levé, il y a une danseuse qui me tendait la main, et j'avais trouvé ça tellement beau, tellement vraiment émouvant, que quand je suis arrivé sur scène, je lui disais, au début j'étais vraiment mécontent, quoi. Je lui disais non, il faut pas faire ça, je vais tout gâcher, et ça a duré 5 minutes. Et cette expérience m'a complètement transformé, parce que quand je suis sorti de scène, je me suis dit, ces gens font quelque chose en plus, avec une âme supplémentaire, et ça m'a donné envie de moi-même d'aller puiser autre chose pour essayer de faire quelque chose de plus sensible et de différent. Vous faisiez quoi sans indiscrétion jusque-là? Je travaillais dans le champ de la politique, je faisais plutôt des discours, j'étais plume pour des élus. Mais quand même plume, donc vous écriviez. Mais je pose la question parce que le poète Maïakovski, dont on parle dans votre roman, il écrivait pour le peuple
soviétique ou pour lui finalement? C'est ça tout le dilemme, tout le fond du livre. Hein. Oui, exactement. Et Maïakovski, ce qui est très émouvant, c'est que c'est un personnage qui a grandi dans un petit village de montagne en Géorgie, à Bagdadi, et son père est mort très jeune, et donc il a basculé dans la pauvreté avec sa mère et ses 2 sœurs à Moscou, et il vient progressivement à l'art, et je pense que cette fibre sociale qu'il avait a fait qu'il a voulu écrire et composer de la poésie pour toucher le peuple et le plus grand nombre. Donc il a toujours eu, lui, cette envie que sa poésie touche aux ouvriers dans les usines, etc. Il écrit beaucoup des poèmes sur les ouvriers. Hein. Exactement, et surtout, il a sa poésie est davantage parlée qu'écrite, donc il a vraiment une rythmique, un univers vraiment à part entière, et donc il a envie de le populariser, et en même temps, le fait d'essayer de le populariser fait parfois il simplifie son art, et d'ailleurs son ami Boris Pasternak lui dira mais tu affadis ton art en essayant de populariser. Ouais, c'est un peu ça le nœud de ce livre, parce qu'il est vraiment entre les deux, quoi. Doit-il trop affadir son art, comme vous dites, ou soit rester un petit peu dans les sphères, quoi. Tout est là, non? Effectivement, et ce qui est intéressant chez Vladimir Maïakovski, au-delà du fait que c'est un personnage extrêmement romanesque, parce que c'était un personnage qui faisait 2 mètres, qui était très éruptif, passionné, complètement excessif par certains côtés, et en même temps avec des fêlures intérieures, beaucoup de... qui viennent de l'enfance? Oui, qui venaient de la mort de son père, mais qui venaient aussi du fait que sa muse, Lily Brick, dont il était follement amoureux... C'est la sœur d'Elsa Triolet. La sœur d'Elsa Triolet lui rendait assez peu cet amour, puisqu'elle était... il y avait le concept de l'amour libre à cette époque en Russie, donc elle avait beaucoup d'amants, et il en souffrait énormément, et donc il avait cette fêlure intérieure et ce besoin de reconnaissance qui l'a amené à un moment donné peut-être à se compromettre avec le régime soviétique, parce que son ego était valorisé, etc. Et très vite, il s'est rendu compte qu'il avait fait fausse route. Et c'est aussi un personnage qui est très intéressant parce qu'il a politisé l'art. Il voulait, le futurisme, c'est ça. Il disait on va mettre fin à l'art bourgeois, et qu'on lui demandait mais qu'est-ce que c'est l'art bourgeois? Il disait l'art bourgeois c'est l'immobilisme. L'art bourgeois, c'est le classicisme. L'art bourgeois, c'est l'académisme. Donc, il voulait mettre fin au musée. Et il disait, l'art, il est toujours en mouvement. Il projette l'avenir. Et donc, il ne faut jamais tourner vers le passé. D'ailleurs, il voulait mettre fin au passé littéraire russe. Donc, il disait à Tolstoï. À Tolstoï, quand même. Faut le dire. Quoi. Il avait le sens de la provocation. Et je pense que le futurisme, voilà. Il était adulé par Lénine. Et puis, il a admiré Staline au début. Et après, Staline l'a rattrapé, quoi. Oui, en fait, le parcours de Maïakovski, c'est ce que je vous disais. Donc, quand il arrive à Moscou avec sa mère et ses 2 sœurs et qu'il vit dans la pauvreté, évidemment, il est sensible aux thèses communistes. Et quand la révolution russe arrive, avec les bolcheviks, avec Lénine, il a plein d'idéal. Il se dit tout va changer. Il va y avoir, il va y avoir plus d'équilibre et d'équité sociale. En même temps, il va y avoir plus de liberté de création. Et très vite, il déchante parce qu'il voit que les bolcheviks, c'est un contrôle aussi fort que le régime tsariste. Il n'y a plus qu'une seule maison d'édition d'État. Il s'aperçoit que finalement les régimes passent, mais la réalité est la même, c'est-à-dire que les artistes en Russie à cette époque restent assez muselés par le pouvoir. C'est pour ça qu'il va se perdre un peu dans les jeux, parce qu'il aimait bien les jeux aussi, puis il va partir aux États-Unis. Enfin, et il finira par se suicider tout jeune, 37 ans, je crois, plus ou moins. Exactement. Hein. Oui, alors effectivement, il a la chance d'avoir été un des rares artistes russes à pouvoir voyager à cette période-là, puisque c'est vraiment une période très compliquée pour les artistes. Beaucoup sont condamnés à mort par Lénine, d'une manière ou d'une autre. Et lui a la chance de pouvoir voyager à Paris, à New York, à Berlin. Et c'est vrai que dans les côtés de ce personnage, il a vraiment profité de la minute présente, de tout donner. Donc il gaspille, il gagne beaucoup d'argent par sa création poétique et littéraire, mais il brûle des sommes folles au jeu, au poker. Et quand il arrive, il y a une anecdote à New York, il arrive avec un transatlantique, et il arrive avec une fortune colossale, et il joue au poker dans les cales du bateau en 3e classe, et il perd tout son argent, et il arrive à New York chez son ami David Boreanaz complètement sur la paille, désargenté. Et ça lui ressemble beaucoup à Maïakovski, c'est ce côté vraiment côté russe passionné, aussi, ce côté russe, tout à fait.
très beau, très riche, séducteur. Il aimait les femmes, quoi, parce qu'il a souffert peut-être avec la sœur d'Elsa, mais c'était quand même un coureur aussi, quoi, faut le dire. Effectivement, c'était un homme qui avait beaucoup de succès, c'était renforcé par son côté poète, il avait beaucoup d'assurance en lui, et effectivement, c'est un homme qui a, à chaque fois qu'il a voyagé, eu des aventures passionné avec des femmes dont des enfants cachés d'ailleurs sont nés. Par exemple, à New York, il a eu cette conquête qui s'appelait Ellie, qui était ce qu'on appelait une Russe blanche, c'est-à-dire une Russe émigrée pour fuir les bolcheviks. Et de cette conquête, il a eu une fille qui est née à New York et qui ils ont gardé toute leur vie le secret et ça n'a été révélé au public qu'en 1991, donc très récemment. Pourquoi ? Parce que les soviétiques, évidemment, n'avaient pas forcément envie de dire que le poète le plus connu du XXe siècle soviétique avait une fille cachée aux États-Unis avec l'ennemi capitaliste. Très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Une autre fille cachée aussi, d'une autre relation, et puis un fils, et ça part de là, un fils qu'il n'a jamais vu. Ça, c'est le narrateur, puisque voilà, c'est un roman, donc vous prenez le biais de ce narrateur, on est à Paris, etc. au début. Est-ce que ce narrateur est inventé ? Est-ce que ce fils est inventé ou pas ? Oui, alors le narrateur est inventé, mais néanmoins il a eu un fils caché en Russie, donc c'est tout à fait vraisemblable. Ce serait vraisemblable. Et l'idée était vraiment de profiter de ce narrateur pour mener l'enquête sur Vladimir Maïakovski et constituer ce roman polyphonique avec de multiples voix issues de différents... Pour mieux comprendre le personnage. Exactement. Un peu ce que vous avez fait avec le Stradivarius de Goebbels, pour ceux qui se souviennent et qui l'ont lu. Magnifique livre aussi, où on a effectivement plein de points de vue pour mieux cerner. Donc c'était une virtuose japonaise, Meijiko Suwa. Avec Joseph Goebbels, ça avait offert un Stradivarius polé. Allez, il nous reste 30 secondes pour un mot. Vous n'y échappez pas, c'est une tradition dans cette émission. Et vous m'avez dit Tosca, avec un K, s'il vous plaît. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est un mot russe et je trouvais que ça illustrait bien notre propos. Et ce mot, il est, comme beaucoup de mots russes, il est intraduisible en langue française en un seul mot. Et on peut le traduire seulement avec une phrase. Et Tosca, si on voulait essayer de le traduire, ça serait un peu la nostalgie d'une grandeur passée, confrontée à la tristesse, à la routine du présent. Et je trouve que ça correspond vraiment à Vladimir Maïakovski parce qu'il avait vraiment cette peur de vieillir et cette adulation de la jeunesse. Et ça correspond aussi à la situation de la Russie aujourd'hui, avec cette nostalgie de leur grandeur passée et les tristesses du présent. Tosca. Tout est là, Maïakovski. Si vous ne connaissez pas ce poète, foncez, parce qu'en plus vous avez une façon de raconter assez admirable et on a envie de savoir la fin, quoi. Il y a un côté comme ça, page tourneur. C'est chez Istria et compagnie. Voilà, ça s'appelle Les vies secrètes de Vladimir. C'est pas Poutine, parce que quand on tape Les vies secrètes de Vladimir sur Internet, on tombe sur Poutine. C'est Vladimir Maïakovski. Merci mille fois. C'est l'autre, Vladimir. C'est l'autre. Merci beaucoup, Yoann Iacono. Merci à vous pour votre invitation. C'était un plaisir et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci beaucoup.